Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Vacances sans souci. Bonjour, vous allez aussi au bord de la mer? Oui. Eh bien, montez. Quelle coïncidence! Cet autostoppeur n'est autre que le docteur Marc Danzon, du Comité français d'éducation pour la santé. Un départ improvisé, c'est plein de charme. Mais pour des vacances sans souci, la première recette est une bonne préparation. Les vacances, en fait, ne commencent pas ou ne devraient pas commencer le jour J du départ. On peut y penser quelques semaines, quelques mois à l'avance, dans l'idéal toute l'année avant. Et il y a quelques recommandations. On peut dire par exemple que les vacances sont plus efficaces quand on ne part pas trop fatigué. Alors au lieu de se coucher tard quelques jours avant, on peut essayer de commencer à adopter un bon rythme de sommeil. On peut aussi, ce serait pas mal, en plus les jours depuis le printemps sont plus longs, plus chauds. On peut essayer de faire de l'exercice physique, sans agressivité, mais de faire de l'exercice physique. Et puis, je sais que sur le plan esthétique, beaucoup de gens aiment perdre quelques kilos avant de partir, alors je leur dirais deux choses. D'une part, que perdre 5 kilos sans effort, ça n'existe pas. Et que tous les régimes recommandés qui disent ça sont mensongers. Remettre à jour son carnet de vaccination peut éviter bien des risques inutiles, à condition, là encore, de ne pas s'y prendre à la dernière minute. La variole a maintenant disparu, le vaccin n'est plus demandé. Alors, quelles sont les vaccinations obligatoires ou recommandées? Écoutez les conseils du docteur Coria, responsable du centre de vaccination d'Air France. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'être vacciné contre tétanos, poliomyélite, diphtérie et typhoïde. Voilà 4 vaccinations qu'on peut appeler des vaccinations de base. Maintenant, selon les pays qu'on visite, alors il est évident qu'il y a certaines vaccinations qui sont obligatoires. Une des vaccinations les plus courantes actuellement prescrite, c'est la vaccination contre la fièvre jaune. La fièvre jaune que l'on prescrit dans toute cette zone intertropicale de l'Afrique et dans cette zone intertropicale de l'Amérique du Sud. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a pas de fièvre jaune dans le sud-est asiatique. À part ça, il y a certains pays qui continuent, il y a 2-3 pays qui continuent à demander le choléra. Alors je ne vous dirai pas lesquels, parce que ça change d'une saison à l'autre, ça change d'un moment à l'autre, et nous avons un petit bouquin que nous avons tous les mois, qui est renouvelé tous les mois, qui nous indique quelles sont les zones infectées et quels sont les pays demandeurs. Maintenant, dans les pays où il y a certaines vaccinations obligatoires, il y a encore certaines zones où d'autres vaccinations sont tout à fait recommandées. Non pas obligatoires, mais recommandées. Par exemple, au niveau du 15e parallèle de l'Afrique, il existe une zone assez large que l'on appelle la ceinture de la méningite, où il y a de la méningite de type A et C très courante, à l'état endémique. Il n'y a pas de vaccination contre l'hépatite A, qui est l'hépatite alimentaire. Mais si on veut vraiment ne pas avoir quelquefois ses vacances gâchées par une infection à virus alimentaire, il est bon, où qu'on aille, de faire une gamma-globuline avec l'arrière-pensée de se protéger contre l'hépatite A. Une fois que vos vaccinations sont à jour, pensez, avant de partir, à la trousse d'urgence. Le docteur Danzon a choisi celle de la Croix-Rouge pour vous aider à la préparer. Il
ne faut pas mettre beaucoup de choses dans une trousse d'urgence. Il faut mettre juste les choses nécessaires. Et on ne peut pas amener sa pharmacie en vacances. Donc il faut choisir. Alors le choix, il doit porter d'abord sur des petits instruments, type pince à épiler, paire de ciseaux, des épingles de sûreté et un thermomètre. C'est tout au niveau des instruments. Ensuite, on a besoin de matériel pour désinfecter les plaies et faire des pansements. D'abord des compresses stériles, qui sont vendues dans leur emballage stérile, des pansements aussi sous emballage stérile, du tissu adhésif. C'est très utile et il faut le prendre hypoallergique car parfois on peut avoir des allergies à ce type de tissu. Enfin, un rouleau de bande qui sert à immobiliser par exemple un membre blessé. Ensuite, au niveau des liquides, très souvent dans les trousses d'urgence, on voit trop de produits. Il faut être très simple, en particulier prendre de l'alcool en sachant très bien que l'alcool ne sert pas à désinfecter une plaie, il sert à nettoyer les mains ou les instruments. Dans la plaie, il fait mal, il brûle et c'est inutile. Par contre, il faut un désinfectant incolore. Le pharmacien pourra vous conseiller, c'est le matériel le plus important. De l'eau oxygénée qui sert à enrayer les toutes petites hémorragies. Pour les grosses, il faut du matériel plus médical. De l'éther, non? De l'éther, non. L'éther est inflammable et il n'est pas question d'en amener dans une trousse d'urgence. On amènera aussi un triangle en tissu qui sert à immobiliser un membre qui aurait été fracturé ou traumatisé en tous les cas. Enfin, on complétera cette trousse par du coton hydrophile tout simple, sachant bien qu'il ne faut pas nettoyer une plaie à cause des filaments que laisse le coton hydrophile avec ce matériel, mais avec des compresses stériles. Et il faut en plus des médicaments? Très peu de médicaments. De l'aspirine, bien sûr. On peut aussi amener une crème anti-moustique et les traitements qui sont en cours. Mais ne pas multiplier les médicaments dans la trousse d'urgence, ça ne se justifie pas. Il y a toujours une pharmacie proche de l'endroit où vous passez vos vacances. Et si on part loin? Alors là, si on part loin, d'autres problèmes se posent. En règle générale, là aussi, il faut réagir très simplement et avec beaucoup de bon sens. Il faut prendre un désinfectant pour l'eau, qui peut être utile, un antidiarrhéique, surtout quand on a des enfants, un antiseptique intestinal, il y a des troubles digestifs souvent dans les contrées lointaines, et enfin et surtout, le médicament contre le paludisme qu'on doit prendre du début du voyage jusqu'à 2 mois après le retour, quand on va dans un pays lointain. Odile peut maintenant partir tranquille. La voilà immunisée contre des maladies redoutables comme le tétanos, elle a une petite pharmacie de secours dans ses valises, et physiquement, elle est d'attaque pour affronter le voyage. Ça fait longtemps que vous roulez? Oh, presque 3 heures et je commence à me sentir un peu fatiguée. Je crois que je vais m'arrêter. Ah, vous avez raison. Bon, bien, il y a un petit parking là-bas, on va peut-être s'arrêter. D'accord. Le stress, la fatigue diminuent les réflexes du conducteur. Quelques mouvements pour vous dégourdir les jambes, une pause café de temps en temps, sont des règles élémentaires de confort et de sécurité. Vous n'êtes plus à quelques minutes près, vous êtes en vacances. J'ai pas grand-chose, mais je crois que je partagerai volontiers. Ça ira très bien. Ça ira bien. Vous voulez commencer par un œuf dur? Oui, s'il vous plaît. Un œuf dur? Oui, merci. Allez. Quel est le menu idéal sur la route? Alors disons pas trop de charcuterie. L'habituel sandwich avec pâté, saucisson. On peut manger une tranche de jambon, bien sûr, des œufs, des fruits, des choses légères. Mais on peut multiplier les petites collations comme celle-là dans la journée. 5-10 minutes toutes les 2 ou 3 heures, c'est bien. Pas d'alcool, bien sûr. Et attention aux médicaments. Il y a des médicaments qui font somnoler. Contre la fatigue, il faut d'abord savoir l'accepter. Et quand on a les yeux qui piquent, quand on commence à bâiller, qu'on se sent fatigué, il ne faut pas se dire je pousse encore un petit peu, je verrai tout à l'heure. De façon générale, aérer une voiture, c'est quelque chose d'indispensable. Vous savez que les odeurs
ont un rôle très important dans le mal de mer ou dans le mal de la voiture. Et le tabac froid, les mauvaises odeurs qu'on peut avoir dans la voiture, c'est important de les supprimer par une bonne aération. Autre chose aussi, souvent on saute la petite pause de 5 ou 10 minutes toutes les 2 ou 3 heures en mangeant dans la voiture. Alors, autant se faire plaisir, on s'arrête sur le bas-côté, on s'éloigne un peu si on peut. Il faut faire attention à la chaleur, surtout si on a des enfants dans la voiture. Grand problème, la déshydratation de l'enfant. Un enfant ne réclame pas à boire, il ne sait pas. Et comme les personnes âgées, les enfants ont besoin de s'hydrater régulièrement. Alors quand il fait chaud en voiture, bon, il faut s'arrêter à aérer la voiture, mais surtout il faut que l'enfant soit peu couvert. Et on a peur qu'il attrape froid parce que les fenêtres de la voiture sont ouvertes. En réalité, il faut le découvrir, même un petit peu au-delà de ce qu'on aurait envie de faire, et le faire boire régulièrement. Alors reste ce fameux mal au cœur en voiture, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le mal au cœur, il provient de beaucoup de choses. Les mauvaises odeurs, la conduite brutale, parfois des vêtements trop serrés. Alors les bons conseils de base, c'est d'aérer, d'essayer de conduire un petit peu plus en souplesse, de s'asseoir quand on est sujet au mal au cœur à côté du conducteur. Ensuite, d'allonger la tête, de mettre la tête en arrière quand on sent le mal au cœur arriver. On peut là encore conseiller quelques médicaments. Avant de partir, prendre un petit déjeuner. Alors, pas partir à jeun, pas un déjeuner trop riche en graisse, mais il ne faut pas partir le ventre creux. Est-ce que tout le monde peut prendre l'avion sans risque? Pratiquement tout le monde peut prendre l'avion sans risque, surtout pour aller en vacances, mais ils profiteront de leurs vacances s'ils sont en bonne santé. Est-ce qu'une femme enceinte peut prendre l'avion sans risque, par exemple? Alors là, une femme enceinte peut prendre l'avion, oui, mais enfin, c'est une question de bon sens. Une femme enceinte qui est une primipare, c'est-à-dire qui doit avoir son premier enfant, si elle va à Londres, eh bien, il n'y a aucun risque. Si elle va à New York, il faudra quand même savoir à combien de mois est la grossesse. Une grossesse jusqu'à 7 mois et demi, pour une primipare, il n'y a aucun danger. Si c'est son 4e enfant, alors à ce moment-là, il faudra regarder à 2 fois. Bon, et est-ce qu'un enfant peut voyager très tôt en avion? À partir du moment où un enfant a 1 semaine d'âge ou 10 jours, il peut voyager. Alors, autrement dit, pour qui l'avion n'est pas recommandé? Est-ce qu'il y a des contre-indications Il particulières? y a très peu de contre-indications. Il y a très peu de contre-indications pour les gens bien portants. On peut pratiquement dire qu'il n'y a pas de contre-indications. L'avion ne peut pas rendre quelqu'un malade ou aggraver une situation si on a pris toutes les précautions matérielles pour éviter cette situation aggravante. Mais une des maladies qui peut faire donner un arrêt de travail impératif au personnel navigant, c'est le rhume. Donc il vaut mieux pas prendre l'avion? Il ne faut jamais prendre l'avion lorsqu'on est très enrhumé. Le problème du décalage horaire. Le décalage horaire est sensible pendant à peu près 1 semaine. Il faut 1 semaine pour se recaler. Décalage horaire ou pas, le corps doit s'habituer à un nouveau rythme de vie et de sommeil, au changement de climat et d'alimentation. Au début des vacances, il y a une période d'adaptation avec laquelle il faut compter. On est souvent déçu de ne pas être en forme. Les premiers jours, il n'est pas rare de ressentir un grand vide, une fatigue intense. C'est une phase de décompression bien naturelle. On oublie la tension accumulée pendant l'année, on commence à récupérer. Alors les vacances, c'est aussi une rupture du rythme de vie. Il y a vraiment quelque chose qu'on fait mal pendant l'année la plupart du temps, c'est dormir. Alors profiter des vacances pour retrouver un rythme de sommeil adapté à chacun d'entre nous, c'est très efficace. Et qu'est-ce que l'on peut faire pour mieux dormir? Je crois que la première recommandation, c'est justement d'éviter cette brutalité. En particulier, il y a une attitude qu'on rencontre très souvent, des gens qui boivent du café, qui n'arrivent pas à dormir, qui prennent des somnifères, qui le matin sont fatigués. Il y a un véritable cercle vicieux qui se crée. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas prendre des excitants le soir. Ensuite, il y a un autre conseil important, c'est de ne pas aller se coucher immédiatement après un gros repas ou le repas du soir. Et justement, les vacances, ça permet d'aller se balader, de boire une tisane, rien ne s'y oppose, et d'adopter justement ce rythme sans brutalité. Se coucher au moment où les appels se font signe, se lever au moment où on n'a plus besoin de sommeil. Alors on dit que les rythmes de sommeil se découpent en morceaux, en cycles de 20 minutes. Une sieste de 20 minutes, c'est bien. Ça permet déjà de bien récupérer.
Moins poétique, les petits troubles intestinaux des premiers jours. Un gastro-entérologue, le professeur Cocheton de l'hôpital Tenon, nous en parle. Départ en vacances précipités, voyages et longs trajets en voiture, ou déplacements collectifs, insuffisance de boissons. On ne satisfait pas une envie d'aller à la selle qui survient dans des conditions qui ne sont pas pratiques. On est gêné par les nouvelles conditions d'hygiène. L'intestin se trouve perturbé dans son fonctionnement. Cette constipation est habituellement bien tolérée, parfois quelques petites douleurs abdominales. Elle ne nécessite aucun traitement, surtout pas de prise systématique de laxatifs. Il faut savoir boire, le mieux prévoir encore, prendre des aliments riches en cellulose dans les jours qui précèdent et bien boire pendant son voyage. Un point, c'est tout. Des aliments riches en cellulose, par exemple? Les légumes verts, voire du son, du pain au son, dont on fait une consommation un peu plus riche dans les jours qui précèdent le départ, pour mieux avoir une hydratation du contenu alimentaire, du contenu intestinal, ce qui facilite la progression et évite la constipation. À l'inverse, les petites diarrhées des premiers jours de vacances sont dues à quoi? Ah, bien souvent à la gourmandise, on est dans un tout autre contexte, on boit plus abondamment, on mange des fruits que l'on n'a pas l'habitude de manger, c'est les gens qui se jettent sur les melons qu'ils découvrent dans les pays méditerranéens, peut-être de façon abondante, et ils en payent la dette en ayant une diarrhée habituellement modeste, mais quelques selles liquides un peu gênantes sur la plage. Le mieux, c'est d'essayer de se contrôler, de ne pas faire de trop grands déséquilibres, surtout dans les premiers jours, dans sa façon de manger. À partir de quel moment faut-il s'en inquiéter? Quand les selles sont très nombreuses, quand elles surviennent à raison de 6 à 10 dans la journée, et surtout quand elles persistent au-delà d'une journée. Le soleil. Il peut devenir votre ennemi si vous en abusez, surtout les premiers jours. N'oublions pas que le bronzage tant convoité est en fait une réaction de défense de l'organisme contre les rayons ultraviolets. Mais un coup de soleil, un coup de chaleur, une insolation, ce n'est pas la même chose. Le coup de soleil, c'est une brûlure, alors que le coup de chaleur, c'est dû à la chaleur elle-même, c'est-à-dire que ce n'est pas une brûlure, c'est un processus de dessèchement, de déshydratation. Si on laisse un enfant en particulier dans une atmosphère très chaude, il va perdre de l'eau de façon importante, et donc on parle d'insolation ou de coup de chaleur, avec des maux de tête importants, une température qui s'élève, un dessèchement de la peau. Et il faut remédier vite à cette urgence. Il faut apporter des liquides. C'est normal, l'enfant a perdu de l'eau, il faut lui en rapporter, le faire boire. Et si vraiment on est dans un processus de déshydratation importante, il faut mettre l'enfant bien sûr tout de suite à l'ombre, lui le tamponner avec des compresses d'eau, lui faire prendre un bain froid et l'amener en général chez le médecin, c'est une précaution importante. Tandis que le coup de soleil ne se manifeste que par des brûlures. Oui, le coup de soleil, c'est une brûlure. Et la recommandation qu'on doit faire, c'est de ne pas s'exposer le lendemain, car cette brûlure au 1er degré initialement, simplement une rougeur, elle peut devenir une brûlure au 2e degré avec des cloques, et même une brûlure de 3e degré. C'est vous dire à quel point le soleil peut chauffer très fort, peut brûler très fort. Gare au soleil voilé, vous ne le sentez pas, mais il est tout aussi dangereux. Gare à vos yeux aussi. Les conseils d'un ophtalmologiste, le docteur Bourron. Oui, le soleil peut être dangereux pour les yeux, bien qu'encore il ait des effets tout à fait variables. Cela peut commencer par un simple éblouissement, et chacun sait comment se protéger de cet éblouissement. Il suffit de porter une lunette de soleil. Alors, elle est au mieux trouvée chez les professionnels, les opticiens, mais on peut avoir la tentation d'acheter une paire de lunettes de soleil sur le quai d'une gare. À ce moment-là, il faut sûrement s'assurer de deux choses. C'est de la bonne surface du verre, c'est-à-dire que non correcteur, celui-ci ne doit pas transformer les objets. Il suffit alors d'agiter le verre devant un objet quelconque, comme le chambranle d'une porte, pour voir s'il est déformé ou pas. Et il faut s'assurer de la teinte. Et dans la majeure partie des cas, la meilleure des solutions, c'est de mettre cette lunette dans les circonstances dans lesquelles on doit la porter, c'est-à-dire par un beau soleil comme aujourd'hui, et de se rendre compte soi-même si la teinte est suffisante à son confort. Ailleurs, quand même, où les conditions de l'environnement sont différentes, par fort ensoleillement, comme par exemple en altitude, ou même à l'altitude zéro avec réflexion sur un plan d'eau, ça concerne des sports comme le ski ou le ski nautique, la voile, la planche à voile, il peut y avoir des complications qui sont beaucoup plus intenses et qui touchent la cornée. Cela crée une kératite physique par les agents physiques que sont les ultraviolets, et cela donne une symptomatologie, c'est-à-dire des signes, un ensemble de signes tout à fait spécifiques. Les yeux piquent, brûlent, l'armoire, l'œil est rouge,
Le sujet se plaint assez rapidement, après un certain temps de latence, d'une gêne à la lumière. Et il y a ce qu'on appelle un blépharospasme, c'est-à-dire que pour se protéger, il spasme ses paupières et qu'on a toutes les difficultés à ouvrir pour voir ce qui se passe derrière. Alors, c'est suffisamment important pour que, sans traitement, cela n'involue qu'en une quinzaine de jours. C'est-à-dire que cela ne guérit que dans un délai assez long. En revanche, un traitement rapidement instauré, comme par exemple un antiseptique qui suffit la plupart du temps, voire un traitement antibiotique s'il y a une surinfection, fait céder tous ces signes plus rapidement. Il existe, on peut le noter, des collyres, c'est-à-dire des gouttes que l'on se met dans l'œil, qui laissent devant la cornée un film protecteur qui absorbe les rayons ultraviolets et protège davantage les yeux fragiles ou les yeux sensibles contre ces agressions. Et pour protéger la peau, il faut des produits solaires. Alors il faut faire vraiment une distinction entre les produits protecteurs et les produits activateurs du bronzage. Et bien souvent, il y a des confusions. Pour se protéger du soleil et pour avoir un bronzage mesuré, intelligent, je dirais, il faut prendre des produits de protection qui correspondent à la fragilité de votre peau. Plus élevé, indice de protection plus élevé, 7, 8, 9, quand votre peau est fragile, en particulier pour les roux et les blonds. Il y a un peu un mythe autour de ces produits solaires. On a l'impression que si on utilise un indice de protection élevé, on ne va pas bronzer. Oui, c'est faux. C'est faux. Ça protège au début. Je ne dis pas qu'il faut rester sur un indice de protection total, mais quelques jours, c'est parfois nécessaire pour les peaux fragiles. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces crèmes protectrices permettent de rester plus longtemps. C'est ça leur principale caractéristique. C'est plus 20 minutes, mais ça se multiplie par l'indice de protection. 5 fois 20 minutes pour l'indice 5. En ce qui concerne les activités sportives, il faut également être prudent les premiers jours. Ah, je crois que c'est une règle fondamentale, la progressivité. Tout ce qui est brutal ne va pas bien avec la santé. Alors en matière de sport, c'est vrai aussi, il faut y aller progressivement, à la fois dans le rythme et dans la durée des séances. C'est vrai qu'on a envie souvent d'aller très vite au début, de faire des chronos, des compétitions. Il vaut mieux commencer doucement et progressivement pour que ça puisse durer longtemps. Il faut être assez vigilant, en particulier être toujours en aisance cardio-respiratoire. Ça veut dire qu'on doit, pendant l'activité sportive, être capable de parler. Quand on est trop essoufflé, qu'on commence à avoir des douleurs, qu'on a l'impression que son cœur bat très vite, il vaut mieux s'arrêter et recommencer le lendemain si tout va bien. Les courbatures, c'est bon ou c'est mauvais? Ah non, quand on dit qu'il faut souffrir pour se faire du bien, ça n'est pas vrai. En tous les cas, pas vrai pour la santé. Pour des personnes qui ne sont pas spécialement entraînées, est-ce qu'il y a des sports recommandés pour commencer? Oui, on peut dire qu'il y a 3 sports de base. Disons la marche d'abord et le jogging, mais là encore, très progressivement. On peut commencer par 20 minutes par jour par exemple, et ne pas immédiatement se lancer dans une difficulté trop grande. En particulier, il faut laisser les côtes pour la fin de la séance. Par contre, commencer par du plat. Puis on peut dire que la bicyclette aussi est un bon sport, mais les signes de difficulté sont moins marqués. Et parfois, on ne s'arrête pas à temps à la bicyclette. Et puis la natation aussi, bien sûr, puisque c'est l'été et que souvent on va à la mer. C'est un très bon sport, en particulier au niveau du cœur et de la respiration. En fait, tous ces sports, toutes ces activités physiques ont l'avantage d'être positives à la fois pour le cœur, pour la respiration et surtout pour la psychologie. Être bien en forme, c'est quand même un sentiment agréable. Est-ce qu'on peut se baigner à n'importe quelle heure, même après un repas? Ah, la fameuse interdiction de la digestion. Alors ça, c'est un peu un fantasme. Tous les enfants de notre âge ont subi cette réglementation stricte de ne pas se baigner pendant la digestion. Ça, c'est faux. Ou en tous les cas, ce n'est que partiellement juste. L'idée de base, c'est quand même que lorsqu'on a un gros repas arrosé, on ne se baigne pas pendant la digestion. Mais pour des repas ordinaires de tous les jours, en tout cas ceux où on ne consomme pas d'alcool, qui devrait être la majorité, là, il n'y a pas de problème, on peut se baigner. En fait, le risque qu'on évoquait autrefois, c'était ce risque d'hydrocution. Alors l'hydrocution, qu'est-ce que c'est? C'est une syncope qui est due à une différence de température entre la température de la peau et la température de l'eau. Et en fait, ce qui est plus grave que la digestion,
c'est de se baigner brutalement après avoir joué sur la plage ou être resté longtemps au soleil. Et là, on prend des risques d'hydrocution parce que brutalement, on change de température. N'hésitez pas, le bouche à bouche peut sauver une vie. Vous mettez bien la tête en hyperextension vers l'arrière, vous dégagez les voies respiratoires, bien regarder si la langue n'obstrue pas le passage de l'air. Et ensuite, vous pincez le nez et vous commencez les insufflations à un rythme régulier. Monsieur Le Tarouilly est adjoint au maire de Deauville. Il a une longue expérience de la sécurité sur les plages. La mer aujourd'hui est calme, elle est sans problème. Pour l'instant, elle est ni haute ni basse, elle est au milieu de son mouvement. Ça nous permettrait de mettre le drapeau vert. Alors là, ça veut dire que vous pouvez aller dans l'eau. Le drapeau orange, qui rappelle le feu de prudence quand vous êtes en automobile, ça peut être un courant qui s'est créé, pas spécifiquement à Deauville, mais ailleurs. Ça peut être un mouvement de marée difficile, ça peut être une crainte de vent. Et puis, en dernier ressort, vous avez le drapeau rouge, c'est celui le feu rouge et le feu d'arrêt obligatoire. Et là, le drapeau rouge sera pour vous l'interdiction absolue de vous baigner, qui pourrait même vous mériter des sanctions. Toutes les plages ouest de France sont des plages à marée. Lorsque la mer monte ou lorsqu'elle descend, il se crée des courants, et il faut se méfier de ceux-ci. Ne vous baignez jamais seul ou dans les chenaux réservés aux planches à voile. Et surtout, ne laissez pas un enfant sans surveillance sur la plage. Je me suis fait piquer par une guêpe, c'est grave? Non, c'est pas grave. D'ailleurs, les piqûres de guêpes et d'abeilles et de frelons, c'est rarement grave. Simplement, quand elles sont mal situées, au niveau du cou, de la bouche, ou sur le visage, ou chez des personnes allergiques, ce que vous n'êtes pas, eh bien, chez ces personnes-là, il faut faire très attention à aller chez le médecin. Mais en règle générale, ça n'est rien. Il suffit de désinfecter la piqûre avec un désinfectant qu'on met sur une compresse stérile, en la pliant en quatre comme ça. Et ensuite, d'utiliser une pince à épiler. Là, il y a un petit geste à ne pas rater. Il ne faut surtout pas pincer la peau, parce que le sac de venin s'ouvrirait, se disséminerait dans la peau. Il faut, sans pincer la peau très délicatement, retirer le dard. Pour une morsure de vipère, il faut calmer le blessé, l'immobiliser en l'allongeant, lui mettre un lien qui n'est pas un garrot entre la piqûre et le cœur, et ensuite, sans le bousculer, aller vite à l'hôpital. Alors les méduses, en général, c'est une brûlure simple, c'est-à-dire qu'on peut aussi calmer avec de l'eau vinaigrée, mais là encore, danger chez les personnes allergiques, s'il y a des signes généraux, ou même si on a une réaction locale importante, type urticaire, il faut aller voir un médecin. Il ne faut pas que tous ces conseils semblent rébarbatifs. En réalité, à chacun de trouver un juste équilibre. Et puis, quand la fin des vacances arrive, on peut prendre aussi de bonnes résolutions pour l'année qui vient. Et après tout, pourquoi pas, si on s'est amusé à faire de l'exercice physique, si on a fait un sport, pourquoi ne pas le poursuivre? Et si on est arrivé à adopter un bon régime, une bonne alimentation variée, pourquoi ne pas continuer? bonnes vacances et rendez-vous en septembre. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinqueux. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinqueux. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.